C'est l'heure du sonneur. Bonjour Régis de Castelnau, bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Clémence. Bah alors Alexandre. Il a une extinction de voix. Oui, c'est ça. On vous a coupé le micro ? Non, il a... Ah ouais, j'ai l'impression. Ou alors il s'est coupé tout Là, seul. c'est mieux ? Ouais, c'est Ça y mieux. est, c'est bon. Ok. Ah, quand Bonjour même. Clémence, du coup, On en retrouve, retard. on retrouve notre petite classe. Bon, alors beaucoup de sujets, dont un qui concerne directement Régis ce matin, mais si vous le voulez bien tous les deux, puisque c'est évidemment un sujet grave, très grave, c'est celui d'Alban Gervaise. Je rappelle à tous que Alban Gervaise a été tué le 10 mai 2022 à proximité d'un groupe scolaire catholique Sévigné à Marseille. C'était un père de famille qui venait chercher ses deux fils de 3 et 7 ans à l'école. Il était dans sa voiture, comme souvent quand on va chercher les enfants à l'école, hein, avec sa petite fille de 20 mois derrière dans le siège auto. C'est un médecin militaire et il a été attaqué subitement par un Mohamed El, âgé de 23 ans, qui est subitement monté à bord du véhicule côté passager. Ensuite, l'homme est sorti du véhicule. L'agression était poursuivie à l'extérieur du véhicule. L'assaillant l'a poursuivi sur une vingtaine de mètres, l'a poussé dans un laurier. Il a continué de le poignarder à une dizaine de reprises, et notamment au niveau du cœur. Et puis finalement, Alban Gervaise a fini par succomber à ses blessures après 17 jours de réanimation. Je raconte un peu l'histoire pour que vous vous rendiez compte. Il se trouve que l'agresseur a été maîtrisé par 2 passants et il a dit « Laissez-moi le finir, au nom de Dieu, je vais le finir, c'est le diable ». Je lui ai mis 30 coups de couteau et qu'avant d'aller agresser Alban Gervaise, eh bien, ce même meurtrier s'était rendu dans une autre école, à Saint-Jérôme-des-Lilas, dans le 13e arrondissement de Marseille. Et là aussi, il s'était introduit de façon soudaine dans la voiture d'une enseignante qui était parvenue à elle prendre la fuite. Et il avait déjà été aperçu en plus devant l'école Sévigné le vendredi précédent le meurtre. Bref, et il se trouve que ce meurtrier, donc, Alban Gervaise, a été déclaré pénalement irresponsable par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est une information Le Figaro. Il ne sera donc pas jugé par une cour d'assises. C'est une décision qui est tombée donc ce mercredi 25 juin. Il échappe à la prison et il restera hospitalisé sous contrainte pour une durée pour le moment inconnue. A priori, c'était une décision qui était attendue puisque les 3 expertises psychiatriques qui ont été réalisées au cours de l'instruction avaient conclu à une abolition du discernement du meurtrier au moment des faits, atteint d'une possible début de schizophrénie. Et Mohamed El aurait, selon les experts, eu une bouffée délirante aiguë lors du passage à l'acte. Et je précise qu'il était positif au cannabis pendant sa garde à vue. Une affaire qui fait beaucoup penser à l'affaire Sarah Halimi, on va y revenir. Je ne sais pas lequel des deux est le plus inspiré par cette histoire pour commencer. Alexandre Langlois, peut-être ? Moi, j'aurais dit Régis, mais pas de problème, parce que c'est plus la procédure judiciaire qui est derrière. Bien sûr. Mais sur ça, la police a fait son travail, a arrêté la personne malheureusement trop tard. Et après, la vraie difficulté qu'il y a, c'est qu'en France, justement, il y a des fous qui peuvent se balader dans la nature. Et on n'a pas de suivi médical, on n'arrive pas à la détecter. Même, ça a été mis en place très tardivement et de façon compliquée, ce qu'on dit c'est un fichier médical, mais de pouvoir dialoguer entre police et services psychiatriques. Ce serait des choses intéressantes pour se dire telle personne a tel problème dans sa tête, il va falloir le surveiller parce qu'il peut passer à des actes pénalement répréhensibles, même s'il peut être qualifié d'irresponsable après pour X raisons, ça je laisserai Régis développer, mais que ce côté où force de l'ordre et service psychiatrie travaillent ensemble, ce serait intéressant et ce serait pas forcément une violation du secret médical, c'est-à-dire telle personne on va pas rentrer dans les pathologies, mais gardez-la à l'œil dans tel secteur parce qu'elle peut être dangereuse. Et si elle est réellement dangereuse et que c'est avéré, ce qui serait bien, c'est d'interner les personnes en amont. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut pas interner des gens avant qu'ils commettent un acte pénalement répréhensible parce que justement on présente son innocence, on peut toujours changer d'avis au dernier moment. Par contre, une personne malade qui ne va pas bien dans sa tête, il serait peut-être bon de s'en occuper avant qu'elle passe à l'acte et qu'elle fasse des choses irréparables. Donc en fait, c'est le côté chronologie, en fait, une faillite de la société qui fait que on laisse des gens qui ne devraient pas être dans la nature, qu'on peut enlever de la circulation parce que justement, si jamais il y a un problème psychiatrique, ils n'auraient pas dû être sur la voie publique et on aboutit à des drames. Et après, on a tous nos politiques, tous nos gens qui viennent nous dire oh là là, c'est vraiment pas de chance, on est désolé. Enfin voilà, comme d'habitude. Et après, l'autre chose derrière, c'est que cette personne peut passer donc toute sa vie en internée et en soins psychiatriques. Il faudra l'avis de 2 psychiatres pour qu'elle sorte. Et du coup, la question, ce que j'ai toujours pareil, ce que j'aimerais bien, c'est que si un jour des psychiatres
de signe sa sortie, c'est que les psychiatres acceptent que cette personne vive dans leur quartier. Là, du coup, je pense qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu modéré par rapport à leur décision. Oui. Je pense à la même chose pour les juges. Voilà, quand ils libèrent des gens en conditionnel ou en avance, j'aimerais bien que eux aussi se disent, tiens, si la personne habitait dans mon quartier, qu'est-ce qui se passe? Bah Donc oui. voilà. Après, sur le fond de l'affaire, donc en fait, donc c'est sur la procédure, il y a des lacunes une fois de plus du système français qui arrive à des drames, qui n'est pas forcément un drame polyjustice, mais un drame qui devient polyjustice parce que malheureusement, comme souvent, la police et la justice récupèrent des pots cassés de tout ce qui n'a pas été géré avant. Si le pays était convenablement géré, ces affaires-là, il n'y aurait pas eu de drame, la justice n'aurait pas été encombrée, la personne serait soignée et ce monsieur serait encore vivant et sa famille pourrait profiter d'un mari, d'un papa, d'un frère, etc. Donc voilà, sur la procédure Oui, mais là, judiciaire, je vais pardon, laisser- Alexandre Langlois, vous pensez pas que vous êtes un peu idéaliste à vous dire que toutes les personnes qui prennent de la drogue ou du cannabis et qui sont donc portées à avoir des comportements un peu excessifs doivent être suivies et mieux suivies, qu'il y ait quelqu'un derrière eux à n'importe quel moment de la journée? Là, on était sur de la schizophrénie quand même, ce qu'il disait. Donc c'est pas Oui, du mais tout. enfin, le cannabis, ça provoque la schizophrénie. Ça- Apparemment, c'est un grand consommateur. C'est un grand consommateur. Je ne serais pas assez pointu sur la schizophrénie avec le cannabis. Donc, par contre, la schizophrénie, oui, ça se soigne. Aujourd'hui, on est capable de dire on va soigner des alcooliques qui tuent des gens au volant. Je veux dire parce qu'ils ont pris la voiture sous. Donc en fait, maintenant, c'est pas le moyen qu'il y a, c'est derrière comment on suit ces gens. Soit on dit c'est pas possible, on les suit pas et on ferme les yeux. Et du coup, c'est la difficulté qu'il y a quand quelque chose est interdit, c'est que derrière on ne peut pas les suivre convenablement. L'alcool est parfaitement autorisé, ça essaye d'être suivi et encadré. Ça n'empêche pas les drames quand même causés à cause de l'alcool. Donc voilà, donc ça c'est un choix de société aussi. On parlera de la drogue après, donc de toute façon on va développer ce sujet plus amplement. Ouais. Et donc derrière ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la personne, c'est pas le fait qu'elle consomme de la drogue, peut-être ça aggrave la schizophrénie ou ça permet de la débuter, mais le vrai problème c'est la schizophrénie qui n'a pas été traitée. Et il y a des gens qui ne consomment pas de drogue, qui sont schizophrènes, qui peuvent se balader dans la nature quand même. Donc en fait, le vrai problème c'est le suivi psychiatrique. Et en plus, juste pour dire qu'en France, Macron a dit ce sera l'année de la psychiatrie en 2025, Oui. quelques séances de psychologue gratuites, mais qui permet aussi d'interner certains opposants politiques au nom de la psychiatrie, comme dans certains régimes autoritaires. Mais au-delà de ça, par exemple, pendant la crise Covid, je rappelle que tous les soins psychiatriques avaient été suspendus, laissant des gens complètement fous, ne pouvant pas se faire soigner, pas être suivis, etc. Donc on a un problème avec tout ce qui est suivi médical, psychiatrie en France, pour des raisons sûrement d'économie, mais je pense que la société irait mieux si les choses étaient prises en considération réellement. Je pense aux États-Unis ou des cultures anglo-saxonnes, Canada, États-Unis, enfin Amérique du Nord en tous les cas, où aller voir son psy, c'est normal. En France, c'est une honte. Donc, il y a tout ce côté-là où il y a des choses qui sont à revoir de fond en comble pour que cette société aille mieux. Et comme disait quelqu'un, c'est pas parce qu'on est adapté à une société de malades que c'est un signe de bonne santé mentale. Donc voilà, donc c'est à travailler dans son ensemble et pas qu'on veuille nous faire passer pour fous alors qu'on va bien. À l'inverse, des gens qui sont fous devraient être internés et aidés et suivis. Ce n'est pas le cas, c'est à cause des drames. Donc, on parlera de la drogue juste après, parce qu'on a encore d'autres sujets ce matin. Et je vais laisser. C'est bien, il fait l'animation. Hein. Tous ces détails, Dans quelques instants, nous parlerons de la drogue, mais restez avec nous et surtout mettez des pouces. La prochaine fois, n'oubliez pas de dire d'appeler. Voilà. Mettez des pouces, abonnez-vous à Toxin, partagez à vos amis. Plus on sera nombreux, plus on s'amusera. Donc, continuez avec nous. Non, et puis maintenant, je passe la parole à Régis, parce qu'il y a tout le côté juridique derrière de tout ce que ces qualifications que je n'ai pas la maîtrise aussi fine que Régis. Oui, alors c'est vrai que je vous attends, Régis, sur ce sujet, parce que. Non, mais c'est vrai, il y a quand même la question de la bouffée délirante, de l'irresponsabilité pénale. Alors oui, je sais que vous allez me dire que la Non, prison. mais attendez, alors allez-y. c'est pas un problème. Oui. Ça, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup les interventions d'Alexandre parce qu'Alexandre, il est constructif. Il est constructif. Il dit bon, il faudrait agir comme ça, ce serait mieux, etc. Cette affaire est abominable. Mais surtout parce qu'elle raconte l'horrible laideur de la France Macron. Ouais. Tout est immonde dans cette affaire. Alors, première chose dont je parle, c'est l'effondrement du système de santé français en matière de psychiatrie. Oui. Plus aucune prévention, plus aucun moyen. On abandonne le pays, on abandonne les gens à ces malades mentaux. Ça, c'est ma première observation. Et le principal responsable s'appelle Emmanuel Macron. Donc, puisque lui, il a été élu pour ça, pour détruire ce pays. Excusez-moi, mais je suis véhément, mais j'ai lu hier et je l'ai publié, la déclaration de son épouse. Vous voulez que je lise un extrait? Ça arrache le cœur. Vous voulez que je lise un extrait, Régis? Je peux lire un extrait si vous voulez de cette déclaration. Allez-y. Et puis je vous laisse continuer après. Alban, donc la femme de cette personne qui a été tuée en allant chercher ses enfants à l'école, la femme d'Alban Gervaise. Alban, pendant plus de 20 ans, tu as offert à ton pays tes talents exceptionnels de médecin et de radiologue. J'espère qu'un jour ton pays que tu aimais tant et auquel tu étais si fidèle te demandera pardon.
Pardon d'avoir permis ton agression pourtant évitable, le 10 mai 2022. Pardon d'avoir omis de te rendre hommage. À toi, médecin militaire, lieutenant-colonel, professeur agrégé du Val-de-Grâce, père dévoué, citoyen modèle. Pardon d'avoir jugé que mourir, agressé à coups de couteau, à quelques jours des élections, rendait les choses compliquées sur le plan politique. Pardon aujourd'hui de te laisser mourir pour rien. Pardon de ne proposer aucun accompagnement à tes enfants que tu aimais tant pour l'annonce ce soir de l'absence de condamnation de ton meurtrier. Pardon, un jour, de permettre à ton meurtrier de briser d'autres vies. Quant au pardon demandé par ton meurtrier dans une formule apprise par cœur, certainement parce qu'il le faut, il a autant de valeur que ses allégations de délire. Ton meurtrier, dont la mémoire sélective lui permet d'oublier ce qui pourrait le rendre condamnable. Ton meurtrier, qui a su faire le choix le 10 mai 2022 de passer à l'acte devant 2 écoles dans le 13e arrondissement de Marseille. Personne ne me fera croire à une coïncidence. Alban, en 2014, je te promettais de t'aimer pour l'éternité. En 2022, j'ai glissé dans une des poches de cette tenue que tu portes pour l'éternité, tout contre ton cœur, ces quelques mots. À jamais à toi, à jamais à moi, à jamais à nous. Aujourd'hui, pour toi, pour moi, pour nous, je te promets de continuer le combat pour que les choses avancent et que plus personne ne souffre comme nous souffrons depuis 3 ans. Voilà, puis après elle dit que ils sont nombreux les personnes qui font appel, qui tentent de la contacter pour savoir comment l'aider. Eh bien, elle a monté l'association Delphine Sandrine. Il faut signer une pétition, si vous le voulez d'ailleurs. Hein. Pétition pour la justice. Delphine Sandrine, sur change.org, voilà. Je vous laisse réagir. Donc, alors, si vous voulez, bon, ma réaction, elle est aussi accrue parce que je ne les connais pas personnellement, mais ceux-là, je les connais. Ceux-là, je les connais, c'est Cato. Elle parle de citoyen modèle. Ce lieutenant-colonel, ce professeur agrégé de médecine, un citoyen modèle qui, elle le dit, toujours resté fidèle à son pays. Mais je les connais, ces gens-là. Je suis issu de ce milieu au départ. Et donc, c'est vrai que ce sont des gens, des citoyens modèles. Ce sont des gens extraordinaires et la façon dont ils ont été traités. Alors, déjà, il y a la tragédie épouvantable et la catastrophe de la réaction du macronisme. Parce que la première chose qui m'a frappé dans ce texte, quand elle demande pardon, elle espère que le pays demandera pardon. Moi, je lui demande pardon, parce que ce malheureux pays est dans l'état où M. Macron veut qu'il soit. Mais et elle dit, on ne lui a rendu aucun hommage. Oui. Monsieur Macron devait être en train d'organiser des obsèques de Belmondo dans la cour des Invalides. Mais il se fout de qui, bon sang de bonsoir? La cour des Invalides, c'est pour les héros de la nation. Et donc, simplement, il va aller faire ses petits discours, il sera devant les caméras, il sera trop content. Toutes les Oudéa Castéra qui passeront à sa portée, il leur fera des papouilles. Mais c'est insupportable. Ils n'ont même pas eu la décence de rendre hommage. Il y a eu un vague truc dans un hôpital de Marseille. Mais quelle honte! Mais enfin, c'est extraordinaire. Donc, et puis ensuite, elle dit, effectivement, et là, je vais en parler, parce que bon, elle dit aussi que, de façon allusive, c'est parce que on était en période électorale, et puis parce que c'est délicat, parce que politiquement, on n'a même pas ce courage-là, quoi. On est veule, on est désinvolte avec le sacrifice de cet homme, et on est veule quand il s'agit de prendre les mesures politiques derrière. Alors, elle parle bien sûr de la question de la... excusez-moi, Clémence, mais cette affaire, quand j'ai lu le texte de cette épouse, j'ai été bouleversé, vraiment bouleversé. Oui, on peut comprendre, nous aussi, on est bouleversés. Ça semble peut-être un petit peu... Alors, simplement, en ce qui concerne l'abolition du discernement, en France, comme dans tous les pays, et ce depuis les Romains, on ne juge pas les fous. On ne juge pas les fous, donc par conséquent, dès lors que effectivement on constate avec les moyens dont on dispose, dès lors qu'on constate que il y avait auparavant, ça s'appelait état de démence au moment des faits, maintenant c'est l'abolition du discernement, on ne peut pas juger.
Et donc là-dessus, c'est une mesure, mais de civilisation. Et je crois qu'il faut, il faut accepter cette situation, aussi terrible que ce soit. Alors Mais là-dessus, je voudrais comme bien par quand même hasard, avoir une réaction. Mais allez-y, dites, déroulez tout. Et comme après, on par y va. hasard, elle dit, mais personne, comment est-ce qu'elle l'a appris ça? Et c'est dur pour eux. Je pense que le fait qu'il y ait eu un procès n'aurait été que de la déception par la suite. Je sais comment fonctionne la justice et je sais à quoi elle sert. Hein, mais on pourrait penser aux victimes aussi à cette occasion. Hein, et elle dit, mais personne n'a accompagné les enfants. C'est-à-dire, comment elle l'a su? Elle l'a su parce qu'il y a eu une notification d'une ordonnance qui a été envoyée à leur avocat. Hein, et puis leur avocat a dû prendre quelques précautions, puis de leur téléphoner. Voilà, c'est ça. C'est le monstre froid leur a dit, bah non. Hein, la loi, c'est la loi, et c'est vrai, et j'approuve, moi, ce système de ne pas juger les fous, mais, et c'était pareil pour Sarah Halimi, Oui, mais hein, il y a des experts psychiatres, qui sont, la psychiatrie est ce qu'elle est, hein, mais on n'a pas d'autres méthodes. Et je rappelle, en ce qui concerne Sarah Halimi, alors on nous avait fait un grand truc sur l'antisémitisme des magistrats, c'était honteux. Hein, il y avait eu 7 psychiatres qui avaient été interrogés, dont un de mes amis, juif observant, et qui avait dit il était en état de démence, puis c'est tout. Bon, donc le problème après, bien évidemment, le problème après, c'est est-ce qu'il va sortir? Et Alexandre a parfaitement raison de dire ah ben il suffira de 2 psychiatres. Non! Il faudrait une règle disant, effectivement, vous avez commis un meurtre ou un assassinat, vous étiez en état de démence au moment des faits, je garde l'ancienne formulation, hein, eh bien, vous ne sortirez plus jamais. Vous serez dans une cellule capitonnée à Villejuif, puis c'est tout. Oui. Enfin, voyons. Et c'est vous qui rappeliez, je crois, Régis ou Alexandre, je ne sais plus lequel des deux, rappeliez que finalement, c'était pas du tout une partie de plaisir, hein, les hôpitaux psychiatriques, que c'était souvent on préférait être en prison qu'être à l'hôpital psychiatrique. Donc, je ne sais pas lequel des deux m'avait expliqué ça. Moi, j'en avais parlé à l'époque des grosses polémiques où je m'étais fait insulter parce que j'avais dit non, désolé, c'était une décision qui était légitime. Et donc il y avait Zagouri d'abord qui avait pas conclu à l'abolition totale, hein, et ensuite 2 collèges de 3 experts, dont cet ami. Et quand j'en parlais, on me disait ah oui, mais c'est pas un bon juif. Ah bon, d'accord. Donc non. Je crois qu'il faut faire attention à ça. Je comprends tellement la réaction de Madame Gervaise. Le problème, c'est que ça renvoie à la situation de notre malheureux pays. Et ensuite, avant, c'est-à-dire aucune prévention, comment cette situation est-elle possible? Que font ces gens dans les rues? Hein, je me rappelle ces 2 petites scouts qui ont été égorgés à Marseille, à la gare Saint-Charles. Enfin, voyons le nombre d'exemples qui sont là. Et puis on laisse filer. On a vu comment s'est déroulée la fête de la musique. Ce pays est en train de basculer. Mais comment vous voulez faire, Régis? Parce que, on va pas être derrière Première chaque chose à personne faire, excusez-moi de vous interrompre. On vire ces gens. On vire ces gens. Ou alors on ne les accueille pas, ça peut commencer par là. Pour on vire ces gens, excusez-moi. On vire Emmanuel Macron, on vire monsieur Bayrou, et on les met en prison pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont laissé faire, et pour le rôle qu'ils ont joué depuis le coup d'État de 2017. Moi, je suis désolé, je vais avoir des ennuis. De toute façon, vous avez déjà des ennuis, donc ça va pas vous arranger. J'en ai déjà. Hein. Non, ça suffit, quoi. Vous aussi, vous êtes pour le rétablissement de la peine des hautes trahisons? Non, c'est même pas ça. Je veux qu'on purge déjà dans un premier temps tout ce couvercle, toute cette France d'en haut. J'avais écrit un article au moment de l'affaire Palmade, la laideur de la France d'en haut, toutes les réactions, comment est-ce qu'elle s'appelle, cette ancienne ministre, tous ces gens qui sont venus au secours de Palmade, qui ont trouvé le moyen d'eux, etc. Hein. Et là, moi, ce que je trouve horrible dans cette affaire, au-delà de la tragédie, qui n'aurait jamais dû se produire. Elle a raison dans son texte, elle a raison. Et au-delà de cette tragédie, ce qui aurait dû se passer, c'est que, effectivement, l'État aurait dû être à la hauteur, à commencer par celui qui le dirige. Hein, alors que non. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur l'histoire de la conclusion des experts psychiatres. Hein. Le problème, c'est pas le problème principal. La justice, elle fonctionne comme ça. On ne juge pas les fous depuis maintenant. Régis, alors laissez-moi poser une question quand même. Parce que là, d'ailleurs, c'est comme l'affaire Sarah Halimi. Enfin, pas exactement, mais bon.
Peut-on parler, je ne sais pas, c'est l'enquête qui le dira, mais de préméditation? Cet homme-là s'était déjà rendu devant la même école une semaine avant. Il s'était rendu dans une autre école 1 heure avant. Il avait déjà fait une tentative. C'est pas une bouffée délirante, c'est pas 10 minutes de délire. Je veux dire, parce que là, il parle de bouffée délirante. Hein. Oui, non, mais attendez, Donc, Clémence, oui. vous êtes en train de refaire l'expertise psychiatrique. Moi, je n'ai pas les compétences. Je ne peux pas vous répondre à ça. D'accord, Bien mais bon, sûr que- là, il y a quand même une préméditation. Je sais pas, moi, Oui, je me dis pas psychiatre ou psychologue, mais quand même, vous voyez bien que cette personne, par Oui, 3 mais fois, attendez. s'est présentée Clémence. devant une école avec visiblement au moins 2 fois des intentions nuisibles. Oui, donc préméditation, Bah, évidemment. oui, donc attention. Mais Donc est-ce qu'on mais- appelle ça mais- un délire? mais Je y a sais pas pas, de- moi. Attendez, il y a préméditation, il y a assassinat, c'est clair. Cet homme a commis un assassinat au plan juridique. Hein, la qualification est irréfutable. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on le présente à des psychiatres pour savoir quel était son état au moment des faits. Et c'est là que les psychiatres, les experts, on n'a que ça hein, pour juger de son état Oui, mais mental. Régis, vous êtes quand même assez avancé Non, dans attendez, ce Clémence, sujet pour excusez-moi, je vous savoir interromps. que... Vous êtes en train de mélanger deux choses. Oui, Vous êtes en train de faire du juridique, du judiciaire, de la qualification juridique, hein, et vous êtes en train de l'importer dans un autre domaine qui est sans rapport, qui est celui de l'état mental de l'individu au moment où il l'a fait. oui. Ce sont deux choses tout à fait différentes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette conclusion d'expertise, à ce moment-là, bien sûr qu'il aurait été renvoyé Régis, pour assassinat avec pardon, mais préméditation. alors là, j'ouvre vraiment un vrai débat. Mais l'expertise psychologique, est-ce que c'est vraiment une science dure, psychiatrique? Est-ce que c'est une science dure? On voit bien que les collèges d'experts s'annulent les uns les autres, vont avoir des paroles. D'ailleurs, vous l'avez même rappelé pour l'affaire Sarah Halimi. Donc, est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y en a un qui va dire c'est bouffée délirante, l'autre pas? Enfin, comment on fait? Est-ce qu'on a des critères certains? Je sais pas, moi, je trouve pas ça. Non, mais, Oui. alors mais vous posez Là, un j'ouvre des problème. questions. Bon. Mais vous posez un problème. La justice, c'est comme la plus belle des femmes, ne peut donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire ce que je disais dans mes articles sur l'affaire Sarah Halimi. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'on juge les fous. Donc, on piétine un principe. Hein, on renonce à un principe de civilisation fondamental. Hein, on juge les fous. Il y avait Oui, mais eu, qui vous savez, décide de qui est fou? C'est ça que je veux dire. D'ailleurs, ça repose la même mais question c'est que... le juge qui décide Ah bah oui, sur mais la ça, base. c'est embêtant, ça, vous êtes d'accord, non? Parce que les fous, non, si, parce non, que nous, non, on non. devient fous, je vous rappelle. Hein. Nous, comme l'a rappelé Alexandre Langlois, nous, on est des fous qui devons être jugés parce qu'on ne pense pas bien. Et puis, vous voyez, mais c'est attendez. embêtant quand même. Mais la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a, c'est comme la justice. Si vous avez un autre moyen de juger qui est fou et qui ne l'est pas, un autre moyen sûr, proposez-le-moi, mais il n'y en a pas. Donc on a cette formule-là, on a des gens qu'on forme, des experts qui sont ensuite sur des listes, qui sont assermentés, etc., des gens de bonne foi, hein, et qui vont essayer de déterminer. Parce que juger un fou, il y avait eu, on a essayé, Sarkozy était venu dire, ah, mais oui, on les jugera quand même, ou on les fera comparaître devant la chambre d'instruction. Il y a des journalistes, Durand Soufflant, je me rappelle, du Figaro, qui avaient assisté, vous savez, ce gars qui avait coupé la tête d'infirmière dans un hôpital avant de poser leur tête, et il disait, l'audience, ça avait été épouvantable, parce que le type était complètement marteau. Excusez-moi, non, faut pas se tromper de combat, de problème. C'est pas le scandale là n'est absolument pas le fait qu'il y ait eu 3 collèges d'experts ou 2, je connais pas bien le fond du dossier, qui est décidé qui est proposé et que le juge ait adopté cette solution. Là, la justice a fonctionné comme elle devait. En revanche, le scandale, c'est l'état de notre pays, c'est des attaques au couteau permanentes. Hein, c'est ce qui vient de se produire à la fête de la musique, c'est ce qui se passe dans les rues, c'est l'horrible tragédie des 2 jeunes filles dont je parlais tout à l'heure, et des exemples, tous ne me viennent pas à l'esprit, il y en a des dizaines, et la façon, déjà, cette situation dans laquelle ce système laisse s'enfoncer ce pays, dirigé par un homme qui a été mis à cette place par un coup d'État judiciaire en 2017 pour faire ça justement, pour laisser ce pays se détruire. Ensuite,
on voit bien comment ce système, comment ces dirigeants réagissent une fois que la tragédie est survenue. Et c'est ce qu'elle raconte dans cette bouleversante note. Elle dit, mais on lui a même pas rendu hommage, quoi. On n'a même pas fait quelque chose pour ce citoyen exemplaire, ce citoyen modèle, hein, parce qu'il y avait des élections, fallait pas et tout. Non, il n'y a pas eu de marche blanche, hein, Clémence. Hein, il n'y a pas eu de manifestations, de choses comme ça. À cette occasion, ils ont été tout seuls. Hein. Je le sais parce que bon, je connais des gens qui sont dans une certaine proximité avec eux. Hein, et on a mis Belmondo. Alors je prends le pauvre Belmondo, il est pour rien, il était mort. Hein, mais voilà, le kéké qui va aller parader. Hier, il était là, bécoté encore. Zelensky, mais quelle indignité finalement. Ce que je disais hier dans ma publication, excusez-moi, hein, Clémence, mais je suis un peu véhément là, mais non, mais c'est révoltant, hein. Franchement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de le mettre en sujet numéro 1, parce que c'est vraiment un sujet révoltant qui dit beaucoup, comme vous l'avez dit. Alexandre Langlois, oui, allez-y. Oui, non, c'est juste qu'on oublie un responsable dans cette histoire, hein, c'est l'État, parce que je rappelle la date 2022, c'est la sortie du Covid. Sortie du Covid, où tous les gens qui étaient avec des soins psychiatriques n'ont pas été suivis au nom du confinement. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui étaient déjà pas bien dans leur tête, ils sont sortis de la crise Covid encore pire qu'avant. Encore plus parce qu'ils n'avaient pas accès aux soins, ils avaient accès à rien. On leur a dit non, vous venez pas. Moi, dans la campagne où je suis, les taxis qui font aussi des véhicules médicaux disaient les gens qu'on avait en soins psychiatriques, on ne pouvait plus les emmener. Ce qui veut dire que quand on les a récupérés quelques temps plus tard, plusieurs mois après, ils étaient complètement frappadingues. Bah oui. Et ça, c'est une décision politique. Et personne n'en parle parce qu'il y a toujours un responsable d'une situation. De temps en temps, il y a la faute à pas de chance. Là, c'est pas la faute à pas de chance. Ça a été une organisation de la crise Covid, une gestion catastrophique qui a fait que derrière, les gens qui n'étaient pas bien dans leur tête, ça aggravait. Déjà, des gens qui étaient bien dans leur tête, ça les a rendus un peu marteaux, d'être confinés, enfermés, etc. Donc, imaginez l'impact sur les gens qui n'allaient déjà pas bien. Et ça, la date 2022, c'est la sortie de toute cette aberration où des gens n'ont pas été suivis, n'ont pas eu de soins. Et j'ai pas entendu parler quelqu'un qui disait, tiens, ce serait bien qu'on mette en cause nos gentils ministres pour toutes leurs décisions, etc., qu'on aille les mettre devant le tribunal, qu'on mette de leurs responsabilités. Parce qu'effectivement, il y avait une élection. Mais il y avait aussi Emmanuel Macron qui était aux manettes et qui a géré ça comme un pied nickelé. Donc, ou un pied nickelé de notre point de vue, hein, parce qu'évidemment, lui, il était peut-être très content de verrouiller la situation et tout ça. Voilà. Mais donc, du coup, il y a un coupable qu'on pourrait nommer là, pour le coup. Puisque là, du coup, il y a une cause à effet, pas de soins psychiatriques pendant plusieurs mois, d'une gestion de la crise Covid très autoritaire, qu'enferme les gens et qui les rend encore plus fous, et derrière des fous qui qui passent à des actes criminels. Et donc, ça, personne n'en parle. Mais j'aimerais bien qu'on le mette devant ses responsabilités. Ce serait intéressant. Eh bien, vous avez raison de poser la question. J'approuve, mon camarade. Alors, on va parler d'un autre sujet, c'est celui de Régis. Régis qui nous a appris, vous avez publié sur les réseaux notamment, Régis, que vous avez été mis en examen. Alors, que se passe-t-il encore de ce côté-là ? Ça nous renvoie finalement, Clément, ça nous renvoie à la même laideur de cette France d'en haut. Je suis l'objet d'une procédure bâillon, d'une tentative d'intimidation. Donc, je suis poursuivi et mis en examen pour diffamation envers fonctionnaires d'autorité. Je le présente comme ça parce que le libellé est plus long. Parce que, mon Dieu, j'ai rappelé certaines vérités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans une émission. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, ne soyez tranquille. Je serai poursuivi. Pas encore. Je suis poursuivi tout seul. Non. Qu'est-ce que j'ai fait à l'occasion de quelque chose d'important ? Il y a une dame, une grande copine d'Emmanuel Macron, pour laquelle on a changé les règles qui permettent de nommer les recteurs d'académie, qui est une consécration universitaire d'une certaine façon, ma chère Clémence, et donc pour pouvoir nommer une personne à l'Académie de Versailles. Cette personne s'est signalée par un certain nombre de choses, elle a été mise en cause dans l'affaire Samuel Paty, son administration étant accusée de ne pas avoir soutenu et d'avoir au contraire... On peut donner son nom ou pas, Régis, ou c'est embêtant là ? Ah non, il n'y a aucun problème. Quand vous dites cette personne, vous parlez de la rectrice. Oui, elle s'appelle... déjà, il y a suffisamment d'indications. Elle s'appelle Charline Avenel. Et d'ailleurs, je ne vais pas m'étendre très... Allez faire tous, nos spectateurs, un petit tour sur sa notice Wikipédia. Elle coche toutes les cases.
copine de promotion de Macron, manifestement protégée par Macron, Oui. nommée grâce à un changement des règles par Exactement, décret. par décret. Hein. Elle ne pouvait Par pas, elle n'avait décret. pas les critères pour pouvoir être rectrice de l'Académie de Versailles. Absolument. Un petit décret est arrivé pile au bon moment pour qu'elle puisse avoir le poste. Alors, première défaillance, semble-t-il. Ça, moi, je ne connais pas bien l'affaire. Enfin, je ne suis pas rentré dans le détail. Hein. J'ai lu Alexandre tout ce Langlois qui la se- connaît bien, si vous pouvez, Samuel Paty. Voilà. Oui. Hein. Bon, donc, il y a eu l'affaire Samuel Paty avec ce que je viens de dire. Et puis, il y a eu une autre affaire épouvantable. Hein. Grande cause nationale, le harcèlement scolaire. Brigitte Macron nous l'a rappelé. Et que c'était quelque chose de très important. Et donc, des malheureux parents avaient un souci avec un de leurs adolescents de 15 ans qui était harcelé par deux personnes l'école. qu'on connaissait, hein, et donc ils ont essayé de se dépatouiller, Ils ont on les a averti, envoyés, ils ont envoyé des lettres. on à les l'école. a envoyés déposer des mains courantes, etc. Et ils ont fini par écrire au rectorat en disant mais écoutez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Et là, ils ont reçu une lettre Oui. absolument Indigne. infâme. Pourquoi je dis infâme? Moi, j'avais écrit autre chose. Hein. Pourquoi je dis infâme? Parce que c'est Gabriel Attal. Quand le scandale a éclaté, Gabriel Attal a qualifié cette lettre d'infâme. Le problème, c'est qu'une conséquence de cette situation, je ne dis pas que c'est la lettre qui a provoqué elle-même, je n'ai pas les éléments permettant de le dire, mais on peut se poser fort légitimement la question, eh bien, a abouti au suicide de l'adolescent. Oui, attendez, Donc, juste pour rappel, parce que là, on n'a pas précisé pour les auditeurs qui ne se rappellent pas forcément de cette histoire, que cette réponse de l'Académie de Versailles, donc aux parents qui disent « Mais que faites-vous pour mon enfant harcelé tous les jours et qui ne se porte pas bien ?» puisqu'ils n'entendent aucun retour à chaque fois. Au début, ils montent en hiérarchie et à chaque fois, aucun retour. Et l'école dit « Vous n'avez pas, en gros, à nous mettre une pression pareille. » Je n'ai pas les mots là, hein, je ne l'ai pas sous les yeux. Vous n'avez pas à mettre en question le fonctionnement de l'école. Et en gros, ils reportent la responsabilité sur des parents qu'ils considéraient comme harceleurs contre l'école parce que les parents demandent une réaction à leur enfant, contre leur enfant harcelé. Vous voyez, et ils le inversent la courrier est situation. infâme, Ouais. le courrier est menaçant. Oui, c'est ça. Il Oui. dit, si vous continuez, on va vous faire un procès, on va déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, Oui. et puis surtout, hein, nous, c'est le contribuable qui paiera les frais de justice et les frais d'avocat. C'est-à-dire que c'était venimeux. Bah, et évidemment. c'est un courrier, c'est pas l'école, c'est un courrier qui émanait du rectorat. Du rectorat. Ouais. Hein, du rectorat de l'académie, et avec certains éléments on sait comment ça fonctionne. La responsabilité de Madame Avenel semblait de ce point de vue lourdement engagée. Monsieur Attal a dit que c'était un courrier infâme et a annoncé des poursuites disciplinaires. Oui. Voilà. Bon. Donc, et naturellement, quelques mois plus tard, le secrétaire général du gouvernement a dit que non, circulez, il n'y a rien à voir, on a regardé, pas de poursuite disciplinaire. Et qu'est-ce qu'il a fait, Castelnau? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de ce qu'il fait depuis 10 ans. Hein, il a fait un article dans son blog qui s'appelle Vue du droit, c'est-à-dire il a porté un regard critique à partir de sa compétence juridique sur ces faits. Et il a dit, voilà ce qui s'est passé, c'est tout à fait scandaleux, voilà tel fait. Il pourrait, ces faits, recevoir des qualifications pénales, il y a chantage au procès, non-assistance à personne en danger, etc. Et il serait bien que le parquet fasse une enquête, hein, et que Madame Avenel soit entendue. J'ai pas dit qu'il fallait qu'elle soit condamnée, c'est pas moi qui condamne. Hein, celui qui décide si c'est blanc ou noir au plan juridique, c'est le juge. Oui. Bon, donc je disais simplement, il faut le saisir, ce serait bien, parce que c'est quand même du lourd. Alors cet article a eu un succès mais mondial, hein, puisqu'il a eu 4000 lecteurs. Très bien, moi j'ai été voir. Hein. Oui, alors, non, mais c'est vrai, il vous attaque pour 4000 lecteurs. Non, mais c'est incroyable. Mais non, c'est pas incroyable. Parce que tous les jours, quand vous passez chez nous, vous faites au moins 80 000 vues, Régis. J'espère bien, oui. mais sans blague. Bon, et donc, pour 4000 lecteurs, mais non, c'est une procédure bâillon. C'est une procédure bâillon pour lesquelles, d'ailleurs, on vient d'être interpellé par la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit ça suffit. Hein, donc, le problème, c'est qu'il faut intimider, il faut empêcher. Parce que, pourquoi est-ce que ça sort maintenant ?
Bah parce oui. que moi, je Qu'est-ce que vous n'exerce avez plus. dit encore En fait, on essaye peut-être de vous bâillonner pour autre chose. Ah, vous croyez? Je sais pas, c'est une... Oh non, qui peut penser une chose pareille? Hein, qui peut penser une chose pareille? Alors, si vous voulez, moi, quand j'ai prévenu de ça, quand j'ai informé, j'ai eu énormément de soutien, des milliers de messages et de choses comme ça. Ça m'a, comment dire, fait très très plaisir, bien évidemment. Mais je me suis aperçu qu'effectivement, j'avais une parole. Hein, j'étais un peu influenceur, comme on dit aujourd'hui. Oui, J'avais une parole qui pouvait porter. Donc, oui. et qu'est-ce qui m'amène à considérer que c'est véritablement une procédure bâillon. D'abord, les 4000 lecteurs. Mmh. Parce que je peux vous dire que le reste de la presse, le Marianne de l'époque et puis d'autres journaux, hein, ça avait été sa fête, hein, Madame Charline Avenel. Donc le problème, c'est que moi, elle a immédiatement, probablement, parce que le délai est très court de 3 mois, fait une procédure. Et le problème, c'est que moi, je ne suis plus avocat. Enfin, je suis honoraire. Je n'habite plus Paris, donc j'ai plus d'adresse à Paris. Mon épouse a déménagé, etc. Et donc, ils n'arrivaient pas à me trouver. Ils n'ont pas beaucoup cherché parce Non, mais que c'est pas possible, ça. Oui. je vous assure. Hein. Donc, il a fallu qu'il y ait un acharnement en disant, mais il faut le trouver, il faut le trouver, il faut le trouver. Hein. Et ils ont fini par me trouver. Mais c'était pas compliqué, il suffisait Non. de travailler un peu, hein. Oui. Il suffisait d'aller, de prendre toutes mes adresses sont ici, mon passeport c'est ici, comment ça s'appelle, ma carte d'électeur aussi. Enfin bon, c'est comme ça, mais je vois là-dedans effectivement cet acharnement. Alors, en ce qui concerne, c'est pour faire peur, parce que si vous voulez, une procédure, même en diffamation, c'est lourd, c'est cher, on ne connaît pas les règles quand on est profane, quand on vient de l'extérieur, c'est chronophage, c'est très chronophage, donc ça se multiplie dans notre pays, et ça m'est tombé dessus. Alors, en ce qui concerne l'intimidation, c'est pas la bonne adresse. Hein, à laquelle ils ont frappé, parce que c'est pas la bonne porte, parce que alors là, Parce que ça vous ne n'êtes me pas fait absolument intimidé. pas peur. Oui. Non, ah non, surtout, si vous voulez, que j'ai un peu regardé le fond du dossier, ça tient pas debout. Et parce qu'on Ça vous ne- reproche quoi Parce que D'avoir diffamé parce que j'ai dit que les faits qui nous étaient présentés par la presse, Hum, j'étais prudent, hum. hein, pouvaient être qualifiés. Mais c'est ce que je fais depuis 10 ans. Ouais, J'ai ouais. fait des milliers d'articles. Oui. Hein. Oui, mais là, vous Non, avez pas des touché à milliers, quelqu'un j'en qui ai fait était à peu proche près. d'Emmanuel Macron. Bon, c'est peut-être pas la première fois, vous me direz, mais bon. Oui, 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 non, mais alors elle s'est peut-être vexée. Je ne sais pas si elle a fait d'autres procédures, mais j'en ai jamais entendu parler. Le problème, c'est que oui, j'ai été ciblé, donc ça peut pas être à cause des 4000 lecteurs, c'est pas sérieux, hein. Non. Alors oui, vous me posez la question, je décrivais les faits. Et je disais quelles étaient les qualifications qu'ils peuvent recevoir. Hum. C'est ce que fait depuis 10 ans Vue du droit. Oui. Sur tout un tas de sujets, vous le savez bien. Hein, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous m'avez proposé cette chronique Bah avec oui. Alexandre. Donc, et elle considère que c'est diffamatoire. Je ne la vise pas en plus dans je vois pas comment ça peut prospérer devant une juridiction. Alors après, vous savez ce que je pense du comportement de nos amis les magistrats. Oui. Hein. Bon, alors je vais voir ce que ça donne, mais il est clair qu'en ce qui me concerne, d'abord on va se bagarrer et que je considère ça et la démarche de cette personne, dont je rappelle la proximité avec Emmanuel Macron, parce que Oui. Et puis, vous quand n'avez pas Gabriel raconté la fin Attal... de l'histoire, Régis, pardon, parce que la fin de l'histoire, c'est. On dit oulala, ce qui s'est passé quand même, c'est pas du propre, parce que bon, il y a quand même pas mal d'affaires au placard de l'Académie de Versailles à ce moment-là. Et là, pouf, bah, elle part. Elle part pantouflée dans Ah le oui, privé. Oui. j'oubliais. Bah oui, oui, non, Oui. mais. Ah non, mais quand je dis la notice Wikipédia, faut voir Oui. hein, tout le cursus. Macron, rectrice d'académie, hein, et au moment de cette affaire, elle est partie pantouflée dans le privé. À mon avis, allez Diriger... vite la voir, la fiche Wikipédia, prenez des photos, parce qu'elle devrait pas tarder à être effacée, je pense, surtout si vous le Oui, signalez, c'est possible, Régis. c'est possible. Alors, si vous Ah voulez oui, bien, vous avez Régis, je raison. vais donner la parole à Alexandre Langlois, parce que je sais qu'il connaît bien aussi cette affaire. Enfin, en tout cas, vous étiez dans le renseignement, si je ne m'abuse, Alexandre, du côté de Versailles, au moment où Charline Avenel était censée gérer l'affaire, notamment l'affaire Samuel Paty.
C'est ça. En fait, c'est une personne très intéressante. Donc, pour Samuel Paty, effectivement, elle a rien géré. Il y a eu des alertes de Samuel Paty, pareil, qu'elle a envoyé paître en disant ça nous intéresse pas. Là, pour le coup, j'étais vraiment en renseignement sur les Yvelines, donc on était aux premières loges. Et le fait qu'après, il y a eu un petit jeu de renvoi de baballe en disant c'est de la faute du ministère de l'Éducation nationale, c'est de la faute du ministère de l'Intérieur, chacun se renvoyant la balle en disant c'est pas de notre faute s'il y a eu un drame, c'est plutôt l'autre. Mais ça n'a pas empêché le drame. C'était plus de savoir comment on évite le prochain drame. Chacun était en train d'éviter de savoir comment il allait pas être responsable de ce fiasco pour sa petite carrière politique Bien entre sûr. Blanquer et Darmanin. Et elle a joué ce jeu à l'époque. Donc peut-être que maintenant Darmanin est ministre de la Justice, peut-être qu'il va vouloir lui retaper sur les doigts en même temps qu'elle est dans la procédure, parce que du coup, à l'époque, elle avait soutenu Blanquer contre Darmanin. Voilà, c'est les petits jeux de pouvoir et les petits trucs qui sont derrière. Non, mais on ne les sait pas forcément, mais voilà. Mais en fait, elle a été, voilà, sa caractéristique était le manque d'empathie envers les personnes, à la fois les gens qui se plaignaient en tant qu'usagers, j'allais dire les enfants, et même le personnel enseignant, si c'était pas dans son truc, voilà. Autre chose sur cette personne, c'est très intéressant. Elle connaît très bien Emmanuel Macron. Elle a commencé sa carrière avec Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. C'est important au niveau du ministère des Finances, etc. Et aujourd'hui, là, depuis avril 2025, elle est retournée à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse. Parce qu'elle a fait, dans le privé, elle a fait un passage météorique. Oui, parce Yonis, que dans le privé, il faut travailler. Ça, c'est intéressant aussi, parce que du coup, là, elle est toujours à l'emploi et à la formation. Elle a été embauchée à l'Île-de-France en disant qu'il faut qu'on rapproche justement avec les groupes d'intérêt de formation privée. C'est vachement bien quand même. Donc ça, c'est intéressant. Et sur son petit poste, là, je suis allé regarder aussi sa page LinkedIn, vous irez voir, parce qu'il n'y a pas de petit conflit d'intérêt, il n'y a pas de petit profit. Donc elle était rectrice de l'Académie de Versailles, et vous allez voir que sur la même période, elle travaillait chez Yonis. Elle a quitté les 2 postes, selon elle, au même moment, en mars 2024. C'est le seul moment. Donc, elle a dit, j'ai occupé les 2 fonctions en même temps. Donc, est-ce qu'elle a été payée en tant que rectrice sans y mettre les pieds? On ne sait pas. Mais en tous les cas, elle assume d'avoir eu 2 trucs qui sont complètement incompatibles sur la même période pendant 7 mois. Donc, c'est assez intéressant. Après, elle a pantouflé. Je rappelle qu'aussi, donc, c'est des gens qui peuvent nous coûter cher. Quand elle a quitté Yonis, parce que le petit scandale, mars 2024, elle est passée administrateur de l'État au ministère de l'Économie, à l'inspection générale des Finances. Administrateur, ça veut tout dire et rien dire. Voilà, avant d'être casé, donc, par son amie Valérie Pécresse, qu'elle connaissait d'avant, donc à la région Île-de-France. Donc un parcours très intéressant de quelqu'un qui a montré sa incompétence partout, et puis avec des choses graves et dangereuses quand même. 2 décès pendant qu'elle était rectrice à l'Académie de Versailles, des décès qui auraient pu être évités parce qu'elle a juste fermé la porte. Manque d'empathie derrière aussi, parce que des choses importantes aussi, par exemple dans ce cas-là, c'est qu'il y a la protection fonctionnelle qui joue. La protection fonctionnelle, c'est que ce que expliquait Régis, c'est qu'on est fonctionnaire et qu'on est accusé de choses très graves et qu'on n'a sûrement pas fait, en tous les cas officiellement, présomption d'innocence. Donc c'est l'État qui prend en charge les frais de justice de la dite victime. Par contre, dans l'affaire, par exemple, Samuel Paty, elle a eu le droit de se défendre, etc. La justice a donné les moyens. Mais est-ce que Samuel Paty et sa famille ont eu la protection fonctionnelle? Est-ce que Samuel Paty a été victime de quelque chose de pénalement répréhensible dans le cadre de ses fonctions? Non, c'est la famille qui a payé ses frais d'avocat. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On protège la hiérarchie, mais on ne protège pas les victimes. Et ça, c'est quelque chose d'assez effarant, et c'est pas nouveau de la Macronie, malheureusement. Pour l'avoir vécu au ministère de l'Intérieur depuis la période Sarkozy, ça n'a pas changé. Mais je vais donner Macronie, ça a peut-être été un pas plus loin encore. Je vais donner un exemple pour montrer la saloperie que ça peut être comme système de défendre les chefs et les amis avant la droit et la justice. Il y avait une affaire où Castaner avait défendu un médecin dans la police agresseur sexuel, reconnu agresseur sexuel depuis, évidemment. Et du coup, il avait payé les frais d'avocat du médecin, voilà, mais pas des victimes. Parce que c'était des seules victimes qui avaient ouvert leur bouche. Donc voilà, donc c'est toujours ce petit côté 2 poids 2 mesures. Les plus riches, les plus en vue vont avoir des frais d'avocat pris en charge par nous, voilà. Et les gens qui sont victimes, etc., n'ont pas leurs frais d'avocat. Donc voilà. Donc cette personne, Charlie Navel, est vraiment géniale, tout un panel d'incompétences et continue à se recaser parce qu'elle connaît Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et tout plein de gens. Donc je suis très curieux de savoir comment est dépensé notre argent public. Peut-être, par exemple, faisons des économies. Ne mettons pas des administrateurs publics pour pantoufler le temps qu'ils se recassent dans un autre service. Voilà. Et les conflits d'intérêts continuent encore aujourd'hui. Et puis quand même, il est encore plus méchant que moi. Ouais. Moi, j'ai vécu l'affaire Samuel Paty et je l'ai toujours en travers de la gorge parce que ce drame aurait pu être évité. En tous les cas, on aurait pu minimiser. On ne peut jamais éviter un drame, voilà, comme le suicide, etc. Mais si on prend des mesures, on se dit toutes les mesures ont été prises, le drame est arrivé, on n'aurait rien pu faire de plus. Dans le cas du suicide de ce jeune et de l'attentat contre Samuel Paty, tout n'a pas été fait. C'est ça qui est insupportable. Et c'est même pire que ça, parce que lui aussi, d'ailleurs, il y a presque un parallèle dans ces 2 affaires, on va dire, Charlie Navenel, c'est que Samuel Paty aussi, il y avait une procédure de sanction contre lui, ou de mise à pied, je ne sais plus comment on appelle ça, pour le rappeler à l'ordre, parce que il avait
tenté de signaler justement les difficultés qu'il éprouvait avec certains élèves. Et de la même façon, c'est cette famille, finalement, comme on le disait, on était dans une inversion accusatoire et c'était la famille qui se plaignait d'une absence de réaction de l'école qui finissait par être accusée par l'académie. Donc on voit bien, en effet, à chaque fois, cette inversion accusatoire de la victime ou la future victime, enfin d'une personne qui se considère comme en difficulté, en tout cas, qui fait appel ici à l'éducation nationale et qui se retrouve accusée au banc des accusés. Donc à chaque fois, en plus, c'est le même procédé, quoi. Donc c'est le procédé obscène parce que ça arrive à une inversion en transformant la victime en coupable. Mais en dehors de ça, c'est que je veux dire, il y a plein de choses qui auraient pu être faites pour éviter ces deux drames. Ces deux drames sont le résultat pas de la faute à pas de chance, des fois ça peut arriver. Là, c'est le résultat en tous les cas d'une incompétence parce que tout n'a pas été fait. Peut-être que les drames se seraient quand même produits. Mais on se serait dit, on a tout fait ce qu'on a pu pour pas qu'ils se produisent là. On a tout fait pour que ça arrive. Oui. Mais cette personne est toujours en poste, on lui déroule le tapis rouge encore dans tous les ministères. Nos amis de la droite dite les Républicains à Paris sont encore à lui cirer les pompes. Donc je ne sais pas ce qu'elle a cette personne pour qu'on lui garde des places, mais en tous les cas, dans le privé, elle aurait pris la porte, on lui aurait dit merci. Oui, moi je vous propose, parce qu'il y avait aussi... Attendez, Clémence, je voudrais ajouter deux toutes petites choses. On explose le temps, mais c'est pas grave, vous avez raison. Au palmarès de cette Madame Avenel, après le scandale du suicide de cet enfant, il y a eu d'autres lettres qui ont été prouvées, parce qu'il y a des gens qui se sont exprimés, c'était systématique. Oui, exactement. C'était pas la première fois. Et de la même façon, c'est ce que j'allais dire, il y avait aussi des professeurs qui avaient témoigné en disant... Attendez, nous, on a ressenti énormément de difficultés lors de ce rectorat, beaucoup de difficultés à pouvoir faire part de nos, justement, de nos, comment dire un autre mot que difficultés, de nos problèmes quotidiens. Et en fait, à chaque fois, c'était le même problème, un problème d'absence d'écoute totale, en fait. Je termine avec cette affaire qui me concerne effectivement de cette tentative de censure, parce que c'est ça, c'est une procédure bâillon. Si ça va à l'audience, eh bien, ça sera intéressant. Je vais citer Gabriel Attal pour qu'il vienne nous dire si la lettre était vraiment infâme et ce qu'il en pensait. Parce que, quand même, c'est une grande cause, le harcèlement scolaire, c'est horrible. Vous vous rendez compte, ces deux pauvres parents, leur enfant s'est suicidé, c'est terrible, parce que c'est un message envoyé, c'est pas ce qu'il a voulu faire, bien sûr, mais aux parents, vous n'avez pas su me protéger. Hein, parce que Madame Avenel ne voulait pas. Hein, parce que ça l'a gêné. Et quand vous pensez que sa seule réaction par rapport à ça, je sais pas ce qu'elle pense dans sa tête, hein, mais sa seule réaction, c'est de faire un procès à quelqu'un qui s'est exprimé et qui a donné des éléments juridiques, lus par 4000 personnes. Alors, il y a également, dans ce qui m'est reproché, c'est d'avoir parlé pour l'affaire Samuel Paty, sans l'accuser elle directement. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai dit qu'il y avait un problème de non-assistance à personne en danger. Ah, mais c'est diffamatoire. Oui, sauf que la famille de Samuel Paty, elle a déposé plainte pour ça, pour non-assistance à personne en danger. Donc peut-être que là aussi, aux côtés de Gabriel Attal, qui ne viendra pas évidemment, parce qu'il faudrait faire preuve d'un peu de courage. Hein. Et donc, je vais peut-être citer la famille de Samuel Paty, venir nous expliquer pourquoi il pense qu'il y a eu non-assistance à personne en danger. Voilà, donc pour ce qui concerne cette affaire, mais comme la précédente, ça renvoie au système Macron et il est de plus en plus laid. Bon, eh bien, écoutez, on va rester là-dessus. Et peut-être qu'on fera une émission spéciale aussi autour de cette affaire. Merci beaucoup à tous les deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. En tout cas, Régis, tenez bon, Toxin est derrière vous, vous le savez. Je rappelle votre blog, donc le fameux blog. Il faut aller le visiter du coup maintenant. Vue du droit. Vue du droit et évidemment le livre, Une justice politique. Alexandre Langlois, Essayez la démocratie. On essaie toujours d'essayer. Au bal masqué de la Macronie, édition Talma, ou encore L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma également. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.